Bonjour tout le monde, allez, on plonge directement dans notre grand décryptage du jour. Aujourd'hui, on va déconstruire un sujet qui fascine autant qu'il intimide, les principes fondamentaux de la richesse. Et pas besoin d'être un expert en finance, on va reprendre les bases de la mécanique de l'argent de façon hyper accessible. On a souvent tendance à croire qu'il suffit d'avoir un gros salaire pour être riche. C'est une idée super séduisante, mais on va vite s'apercevoir que la réalité mathématique est bien différente. Tenez-vous bien parce que ce chiffre donne le vertige. D'après la Réserve fédérale américaine, 33% des ménages qui gagnent plus de 200 000 $ par an ont moins de 10 000 $ d'épargne disponible. Un tiers? C'est absolument fou, non? Ça prouve une chose indéniable. Gagner beaucoup d'argent sans avoir de vraie stratégie, ça laisse la porte grande ouverte à une énorme vulnérabilité financière. En fait, le salaire n'est qu'une toute petite partie de l'équation. Ce qui nous amène directement à notre première partie, le piège de la perte et comment vaincre ces peurs viscérales liées à l'argent. Alors, pourquoi est-ce qu'on bloque? C'est ce que le prix Nobel Daniel Kahneman appelle l'aversion à la perte. Pour faire simple, c'est ce biais psychologique qui fait que la douleur de perdre 100 $ est ressentie 2 fois plus fort que la joie d'en gagner 100. Du coup, la plupart des gens prennent leurs décisions financières en étant complètement paralysés par la peur de tout perdre. Mais les investisseurs qui réussissent, eux, inversent totalement ce schéma. Ils arrêtent de regarder ce qu'ils pourraient perdre pour se concentrer à 100% sur les opportunités. Et c'est exactement là que se cache un vrai tueur de richesse silencieux, le fameux coup d'opportunité. Prenons 50 000 $ sur un compte épargne classique à 1,2%, ça rapporte environ 600 $ à l'année. On a l'impression que c'est ultra sécurisé. Sauf qu'historiquement, un fonds indiciel moyen rapporte plutôt 10%, ce qui génère 5 000 $ par an. Donc cette petite illusion de sécurité coûte littéralement 4 400 $ chaque année. Et avec une inflation qui grignote 3 ou 4% au passage, laisser son argent en sécurité, c'est en fait se garantir une perte de pouvoir d'achat. On enchaîne avec la deuxième partie, les mathématiques de l'investissement. Comment rester logique quand tout le monde panique? Il y a cette phrase incroyable de John Templeton qui résume tout. Le moment de pessimisme maximum est le meilleur moment pour acheter. Quand les marchés s'effondrent, les grands investisseurs ne fuient pas en courant. Pas du tout. Ils attendent justement ces moments-là pour faire leurs courses pendant que les autres cèdent à la panique. Pour la petite histoire, Templeton a fait fortune pendant la Grande Dépression en achetant des actions d'entreprises qui valaient alors moins d'1 $. Mais concrètement, comment on exploite ça sans être un génie de la finance? Avec une technique toute simple, l'investissement programmé. On investit une somme fixe, disons 1 000 $, de façon automatique chaque mois. Si le marché s'effondre et que l'action passe de 100 à 60 $, eh bien, avec nos 1 000 $, on achète mécaniquement beaucoup plus d'actions. Et là, c'est magique. Quand le marché finit simplement par remonter à 110 $, les 6 000 $ investis pendant la crise se transforment en près de 7 920 $. C'est un gain de 32%. Obtenu uniquement parce qu'on a continué d'investir pendant la chute. Allez, troisième étape, et pas des moindres, le pouvoir du levier et l'utilisation intelligente de la dette. On a tous grandi en entendant que contracter des dettes, c'était le mal absolu. Mais il faut absolument faire la différence entre la dette à la consommation, qui nous ruine avec des taux punitifs pour acheter des choses qui perdent de la valeur, et la dette d'investissement, qui est productive. L'effet de levier, c'est tout bêtement utiliser l'argent des autres, souvent celui de la banque, pour démultiplier les rendements de son propre capital. Pour bien comprendre, prenons un investissement immobilier de 400 000 $. Si on paie 100% au comptant, on peut espérer un rendement d'environ 6%, soit 24 000 $ de bénéfices par an avec les loyers. C'est correct. Mais avec l'effet de levier, on met seulement 20% de notre poche, soit 80 000 $, et on emprunte le reste. Le bien rapporte toujours 24 000 $, mais comme on n'a investi que 80 000 de notre propre argent, le rendement grimpe à 30%. C'est ce petit miracle mathématique qui permet de bâtir une richesse exponentielle. Et les conséquences de ce mécanisme à l'échelle d'une vie sont colossales. Aux États-Unis, la valeur nette médiane d'une personne qui loue son logement plafonne autour de 8 000 $. Celle d'un propriétaire, environ 300 000 $. Un tel écart, ce n'est pas juste une question de salaire, c'est directement lié à l'utilisation du levier hypothécaire pour acquérir un actif dont la valeur augmente avec le temps. Ce qui nous amène naturellement à la quatrième partie, l'optimisation et la protection de la richesse. Gagner de l'argent, c'est bien, mais savoir le garder, c'est encore mieux. On entend sans arrêt parler de diversification. Quand on débute, ça veut souvent dire acheter des actions dans différents secteurs. Mais chez les ultra-riches, la diversification prend une toute autre dimension. Leurs portefeuilles sont souvent composés à 70% d'actifs dits alternatifs. On parle d'immobilier, de parts d'entreprises privées, de droits d'auteur. Lors de la crise de 2008, quand la bourse s'écroulait, ces actifs ont servi de bouclier massif. Une autre vraie différence de mentalité, c'est la fameuse récolte des pertes fiscales. Face à une action qui dégringole, notre ego nous pousse souvent à la garder en espérant bêtement qu'elle remonte pour ne pas admettre notre erreur.
Les investisseurs avertis, eux, n'ont aucun problème d'ego. Ils vendent stratégiquement à perte pour déduire cette moins-value de leurs impôts sur d'autres gains. Hop, on transforme un échec en atout fiscal immédiat et on réinvestit l'économie réalisée. Il y a aussi ce changement de vision énorme. Beaucoup de gens veulent être millionnaires sur le papier, avec un énorme compte retraite intouchable avant 60 ans. Mais ironiquement, ça peut générer beaucoup de stress au quotidien. Ceux qui visent la vraie liberté financière optimisent avant tout leur flux de trésorerie. L'objectif, c'est de générer du cash régulier via des dividendes ou des loyers. C'est ce cash flow qui permet de complètement déconnecter son temps de travail de ses revenus. Passons à la section 5, l'inflation du style de vie. C'est là que l'on comprend pourquoi certaines personnes avec des revenus énormes finissent toujours dans le rouge. Tout est dans l'ordre de priorité. Le modèle classique, c'est on gagne un salaire, on paie ses factures, on se fait plaisir et on essaye d'investir ce qui reste à la fin du mois. Et spoiler, il ne reste généralement rien. La méthode des gens qui bâtissent un vrai patrimoine est différente. Gagner, investir, dépenser. Ils automatisent leurs investissements le jour même où tombe le salaire. L'argent est investi avant même d'avoir la tentation d'être dépensé. C'est la fameuse règle du « se payer en premier ». C'est là qu'intervient l'arbitrage du style de vie. Imaginons une belle promotion, 20 000 $ de plus par an. Le réflexe immédiat ? Un appart plus grand, une nouvelle voiture, c'est humain. Mais mathématiquement, si on choisit de ne pas gonfler son train de vie et qu'on investit ces 20 000 $ supplémentaires avec un rendement de 10%, on se retrouve avec plus d'1,11 million de $ au bout de 20 ans. Le vrai choix, il est là, paraître riche aujourd'hui ou acheter sa liberté pour demain. Et pour finir, la section 6, la stratégie du temps. On va voir ensemble le multiplicateur absolu de la richesse. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ce décryptage, c'est cette mécanique-là. En plaçant juste 500 $ par mois à un taux de 10%, quelqu'un qui commence à 25 ans aura 3,1 millions de $ à 65 ans. Maintenant, si on attend d'avoir 35 ans pour s'y mettre, le total s'effondre à 1,1 million. Retarder le départ de seulement 10 ans coûte littéralement 2 millions de $. Le vrai secret, finalement, ce n'est pas d'avoir des sommes colossales à investir au départ, c'est simplement de s'y mettre le plus tôt possible. En fin de compte, ça nous amène à une question existentielle essentielle. La création de richesse, ce n'est pas une recette magique, c'est juste de la discipline, de la logique et du temps. Alors la vraie question qui se pose à chaque fois qu'on ouvre notre portefeuille, c'est celle-ci. Est-ce que l'illusion du succès et l'apparence de la richesse immédiate valent vraiment le coup de sacrifier notre indépendance financière de demain ? C'est le choix ultime entre paraître et être. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très vite.